Donc, ce soir, nous allons regarder le film de Jacques Tati, Playtime. Juste avant, on va faire la conférence. Alors, c'est pas tout à fait habituel puisque les ciné-conférences de Jacques Tati, en général, c'est d'abord le film, puis la conférence. Donc, le thème de la conférence, pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est l'architecture moderne est-elle morte? Alors, pourquoi parler d'architecture moderne quand on parle de Jacques Tati? Pour ceux qui ne connaissent pas le film, c'est pas forcément évident. Pour ceux qui connaissent Tati et le film Playtime en particulier, c'est tout à fait évident. La satire de l'architecture moderne est constante chez Tati. Donc, je vais donc commencer cette conférence en demandant, n'est-ce pas, à toutes les personnes qui m'entendraient mal, on ne sait jamais, de bien vouloir se manifester pendant la conférence, ne pas hésiter à me demander si vous entendez mal, et également, si vous avez des questions pendant la conférence, vous pouvez également m'interrompre pour poser vos questions. Je vais également demander aux architectes et aux urbanistes qui sont dans la salle de bien vouloir soit sortir de la salle, soit se taire, parce que je vais être... c'est un exercice de vulgarisation, donc je vais être très grossier, voire... enfin, je vais passer pas mal de choses sous silence, et puis je vais faire des raccourcis qui vont paraître extrêmement choquants pour la profession. Voilà. Donc, on va essayer de parler d'architecture moderne en moins de 30 minutes. Donc, vous expliquer ce que c'est que l'architecture moderne et savoir si elle est éventuellement morte en 30 minutes. Ce qui va être un test assez... enfin, j'espère que ce ne sera pas aussi catastrophique que sur le fond. Donc, le plan général simplifié, vous voyez, il y a pas mal de choses. Je vais passer directement le plan général. On va rentrer dans le vif du sujet avec l'introduction et une présentation de l'historique, donc de ce qui a précédé l'architecture moderne. C'est la Renaissance avec le style classique. Le style classique, vous en avez un superbe exemple devant vous, à condition de ne regarder que l'aile centrale et les deux petites ailes autour. Si vous ajoutez les deux ailes aux extrémités, vous avez du néoclassique. Bon, tout ça, c'est peut-être un petit peu obscur, mais à la sortie du Moyen-Âge, donc, les philosophes se sont dit, et les penseurs des Lumières se sont dit que les philosophies antiques étaient à reprendre, et particulièrement l'art grec avec les trois modèles, pour ceux qui connaissent le ionien, le dorique et le corinthien. Donc le style classique, il est apparu en Italie, mais il est très très vite arrivé en France, sous François Ier, avec le château de Chambord. Dans le reste de l'Europe, on aura le baroque. Le baroque qui est en fait, c'est à peu près la même chose que le classique ou le néoclassique, sauf que le baroque est très 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 surchargé en décoration. Donc voici le château de Chambord que tout le monde connaît. Alors vous allez me dire, c'est déjà bien décoré quand même, hein, surtout au niveau des cheminées. Juste avant, on avait le roman à gauche, le gothique à droite. Alors, c'est Speer en Allemagne, à gauche, qui est très connu dans le style roman. On a à droite Notre-Dame de Louviers, en style gothique. Alors, pour les reconnaître, c'est très simple. Il y en a un, le style roman, où vous avez donc les fenêtres qui ont un arrondi au-dessus, alors qu'elles ont un petit pic côté gothique. Alors vous allez me dire, ouais, mais là, il y a ici, on a juste ici un petit pic au-dessus des fenêtres. Là, c'est un ajout gothique sur la cathédrale de Speer. Et juste après ça, donc, arrive le classique, le néoclassique. Le classique ici avec Palladio, hein, qu'il a mis en place en premier. Vous voyez la reprise du temple grec, avec la coupole grecque également. Et puis le baroque dans le reste de l'Europe, puisque c'est la France qui sera la reine du classique, du néoclassique. Et forcément, comme le reste des Européens était assez en froid, particulièrement sous Louis XIV avec la France, ils ont préféré avoir leur propre style architectural. Et voici le néoclassique avec le château de Versailles. On retrouve également le néoclassique dans les hôtels de ville de Paris, hein, la plupart des hôtels de ville de Paris.
Et le style haussmannien, d'ailleurs, se finit le néoclassique, puisque quand vous êtes sur les grands boulevards haussmanniens, en fait, tous ces immeubles haussmanniens sont de style néoclassique. Alors c'est de l'Empire, hein, c'est la fin du néoclassique, mais ça reste néoclassique. Et là, la révolution industrielle arrive. Alors je ne sais pas si vous avez remarqué, mais pour l'instant, je vous ai montré que des églises, des temples, et puis des châteaux de seigneurs. Il n'y a pas d'habitat du tout. Et les architectes commencent à se mettre à se dire que... enfin, les architectes sont appelés, en fait, à construire de l'habitat. Et comment vont-ils le construire? Est-ce qu'ils vont continuer comme Haussmann sur du néoclassique, en pierre, tout ça? Ou est-ce que, avec les nouvelles technologies de la révolution industrielle, est-ce qu'on va le construire avec les matériaux nouveaux, comme le béton, l'acier, le verre? Donc on commence par l'art nouveau. Ça, c'est entre la guerre de Prusse, 1870, et puis 1914. On a ici un exemple d'art nouveau qui est très voluptueux, on va dire, avec des colonnes dressées au milieu de formes arrondies. C'est très sensuel, hein, c'est les architectes de l'époque qui le nommaient comme ça. Les Catalans ont gardé ça très longtemps, puisqu'ils construisent encore un temple de cette forme-là, d'art nouveau, la fameuse Sagrada Familia. Et puis l'art déco. L'art déco, ça c'est entre la Première et la Deuxième Guerre mondiale, où là, on a plus affaire à de la sculpture. Hein. On commence à voir des toits plats, des fenêtres en acier, du béton. Enfin, l'art nouveau était déjà fait en béton, mais il faisait semblant que ce ne soit pas du béton. L'art déco est plus connu comme ça, hein. C'est-à-dire des éléments sculpturaux en béton, un minimum de décor, du bas-relief, enfin du haut-relief là-haut. En fait, c'est la structure du bâtiment qui fait donc la décoration. À part la structure du bâtiment, il y a très très peu de décoration, et quand il y a une décoration, c'est uniquement pour souligner la structure même du bâtiment. Et puis 1925, à Poissy, un certain Le Corbusier nous sort ça. Et puis il va même nous sortir un livre, hein, pour expliquer ce que c'est que ça. Et donc vous voyez, ça reste culturel comme l'art déco, ça n'a plus rien à voir avec l'art nouveau. On est d'accord qu'au niveau néoclassique, classique ou baroque, ça n'a plus rien à voir. Il n'y a plus du tout d'ordre grec là-dedans. On est dans quelque chose de complètement différent. Les fenêtres sont en bande, le toit est plat. En fait, il récupère la partie de jardin qui est sous la maison, il la récupère sur le toit. Et vous avez un plan à l'intérieur qui est fait de cloisons, ce qu'on va appeler le plan libre, puisque, comme vous le savez, chez vous, les cloisons, vous pouvez les enlever, les mettre ailleurs, les déplacer. Donc c'est le plan libre, c'est le mur rideau également. Alors le mur rideau, imaginez un rideau, et essayez de faire tenir un étage sur un rideau. Votre rideau va se casser la gueule, l'étage aussi avec. Ce qui n'était pas le cas dans les autres constructions qu'il y avait avant, puisque en fait, les murs tenaient les étages supérieurs. Ici, les murs, à la limite, on pourrait les enlever. Ça ne changerait rien. Enfin, il ferait un peu plus froid à l'intérieur, mais l'hiver. Mais autrement, ça ne changerait rien. Le mur n'est pas porteur. Il n'y a plus que les pilotis qui continuent en poteau qui portent le bâtiment. Et puis pour la ville, ça donne ça. Alors, c'est rationnel, c'est fonctionnel. Il y a l'autoroute qui traverse au milieu. Vous reconnaîtrez le Louvre, là, en bas à gauche. On a l'hôtel de ville un peu plus loin. Voilà, là, on a tout le quartier des Halles jusqu'au 10e arrondissement qui est rasé pour ces grandes tours de 60 étages. C'est rationnel, c'est fonctionnel. C'est du rideau à l'intérieur. Je n'ai pas mis les plans, mais les tours sont faits en mur rideau, en plan libre, c'est-à-dire des cloisons qui peuvent se bouger autant qu'on veut. Et les fenêtres horizontales. Les fenêtres horizontales, c'est pour amener le maximum de lumière. Alors forcément, les Américains ne font pas comme tout le monde. Et eux, c'est plutôt le genre de maison qu'ils apprécient. Alors, on reconnaît quand même le toit plat, on reconnaît... bon, ça se voit pas trop, mais on peut imaginer qu'à l'intérieur, ce sont des cloisons aussi, que c'est du plan libre, donc.
Bon, les fenêtres, elles sont en bande, on en voit à peine là parce que c'est trop sombre en fait comme photo. J'aurais dû prendre plus lumineux. Mais surtout, ça tient autour du foyer central qui est la cheminée. La cheminée fait foyer central. Et donc, c'est le foyer américain où tout tient autour de la cheminée et toute la maison est organisée autour de la cheminée. Voilà. Tout ça, en fait, c'est pour, vous l'avez compris, c'est pour que nos chères têtes blondes, ou brunes, peu importe, dorment bien, tranquillement. Les architectes font pas que les palais des seigneurs et les temples. Ils s'attaquent donc directement à l'habitat, mais aussi à l'économie, puisque on verra également qu'ils se mettent à faire, pas les centres commerciaux qu'on a autour de nos villes, mais des tours de bureaux, des musées, des équipements. Voilà une usine qui a été construite donc, par un certain Peter Behrens en 1909. Donc on est quelques années après la mort de Alphand et de Haussmann, qui ont donc construit jusqu'en 1880 à peu près les grands boulevards haussmanniens de Paris. Et donc à peine 20 ans plus tard, voilà ce qui apparaît, à peine 30 ans pardon, plus tard, voilà ce qui apparaît en Allemagne d'abord. Donc des bâtiments tout en béton, des bâtiments pour donc l'activité économique. Jusque-là, les gens qui avaient une activité économique, ils construisaient eux-mêmes leurs propres bâtiments. Il y avait quelques manufactures qui avaient été construites sous Louis XIV par des Saint-Gobain, par exemple, par des architectes, mais la plupart des gens continuaient à construire leurs bâtiments. Là, les architectes vraiment s'attaquent à tout ce qui est habitat, économie. Et on commence avec ce genre de choses où il reste un petit peu de... Ils se sont amusés à faire des stries dans le béton de manière à faire un peu pierre, mais tout ça, c'est du béton. Les grandes parois vitrées, on n'avait jamais vu ça avant. Jamais. Pourtant, aujourd'hui, c'est habituel. Puis un Adolf Loos, là, juste après, l'année suivante, qui nous fait cette maison-là. Alors, c'est un crime total, parce que, je ne sais pas si vous voyez, autour de la porte d'entrée, vous avez une grande fenêtre à gauche et une petite fenêtre à droite. Ça, c'est complètement impossible. Quand vous pensez au style néoclassique, même l'art nouveau, même l'art déco, ne se permettait pas des choses pareilles. Il ne fallait absolument pas déroger à la règle. Toujours les mêmes fenêtres au même endroit. Quand on voit le côté de la maison, alors là c'est encore pire, les fenêtres, il n'y en a aucune qui ressemble à une autre. Là c'était complètement interdit. Il a vraiment marqué son époque à cause de ça, Adolf Loos. Et puis Le Corbusier reprendra tout ce qu'a fait Adolf Loos, mais pour sa Villa Savoie. Mais cette fois-ci encore un peu plus radical. Alors tout ça, toutes ces architectures, que ce soit depuis Haussmann ou Behrens ou Adolf Loos ou Le Corbusier, ces gens-là se permettent donc de construire une façon de faire la ville différemment, complètement différemment, c'est-à-dire qu'ils se permettent déjà Haussmann, il rasait la moitié de Paris pour pouvoir construire ses boulevards. Adolf Loos, il construit comme ça des maisons de banlieue à une époque où apparaissent à peine des cités-jardins autour des villes et que les gens sont complètement en surdensité dans les bâtiments de la ville. Et tout ça, il l'explique à travers, par exemple, Le Corbusier, à travers son livre Vers une architecture. Alors, on va retenir que les phrases en rouge. Hein. D'où vient qu'est ce sentiment neuf? Donc, pour lui, c'est quelque chose de nouveau. Alors, moi, je vous ai dit, ça datait déjà d'Haussmann, mais pour lui, c'est quelque chose de nouveau. Ainsi, l'architecture devient le miroir des temps, comme si l'architecture n'était pas le miroir, les pyramides des Égyptiens, les temples grecs des cités hellénistiques. Là, il prétend des choses assez incroyables. Enfin, quelque chose qui prétend par contre qui est tout nouveau, c'est tout en bas le besoin type, la fonction type, l'émotion type. Ça, c'est assez courant dans le XXe siècle, dans le début du XXe siècle. Des gens qui vous font des grands récits, comme ça, on pense à Karl Marx tout de suite, mais aussi aux libéraux,
de l'autre côté de l'échelon politique. Et tous veulent donc un homme nouveau, dans un monde nouveau, et d'une façon type, unique, universelle, qui ne doit être dérogée par personne. Donc c'est assez brut quand même. Et pourtant ça passe. Ça passe. D'ailleurs, on verra que Staline n'est pas embêté par sa population. Bon, il fait tout pour. Hitler, il est carrément élu par sa population, tout comme Mussolini. Donc on voit que ça passe. Alors comment ça se fait que ces idées-là, ces idées qui sont quand même très tranchantes, arrivent à passer? Ben, tout simplement parce que il y a derrière tout ça des idées qui sont très ancrées dans la société. Alors ces idées, il faut sortir un petit peu de l'architecture pour aller vers l'urbanisme en fait. Et les conférences internationales d'architecture moderne, qui sont en fait des conférences d'urbanisme, vont décréter la charte d'Athènes, avec la charte d'Athènes, un certain nombre de choses. Alors toujours en rouge, la charte d'Athènes, elle a mis en place le zonage. La ville doit être zonée. Avant, bon, les usines, les habitations, les lieux de commerce, les lieux de loisirs, tout ça, c'était ultra dense à l'intérieur du centre urbain. Et là, tout à coup, ils disent non, 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 il faut que ce soit zoné, il faut que chaque chose soit à sa place. C'est pour ça que maintenant, on a des centres commerciaux qui sont loin des lieux d'habitation, qu'on a des zones économiques avec les bureaux, que ce soit la Défense, ou des zones d'activité comme des choses comme Roissy ou Courtabœuf, qui sont très éloignées des zones d'habitation. Mais aussi, ils prétendent aussi, avec cette charte d'Athènes, à la séparation des flux. C'est-à-dire que les piétons, les bus, les voitures ne doivent plus se croiser. Donc ça, c'est la ville sur la dalle, hein. On en connaît quelques-unes, avec des passerelles pour les piétons pour passer au-dessus des rues, etc. On sait ce que ça a donné. En général, ce n'était pas tout à fait génial. Et c'est donc le principe, hein, bien avant Pompidou, hein, de la ville qui s'adapte à la voiture. Et tout ça, en fait, ça vient de 3 modèles qui ont été expliqués ensuite par François Choët dans les années 60. Mais ces 3 modèles, depuis Haussmann et même bien avant, avec les châteaux de Louis XIV ou des choses comme ça, dès les Lumières, en fait, on s'est dit non, la nature n'est pas mauvaise. On peut habiter la nature. Jusque-là, au Moyen-Âge, la nature était mauvaise. Il ne fallait pas habiter dans la nature, il fallait se regrouper en ville. La nature, c'était pour les manants, pour les méchants, pour le citoyen. Lui, l'homme, lui, habitait en ville et bien protégé de la nature, loin de la nature. C'est le modèle progressiste qui va dire que il faut être dans un endroit largement troué de verdure. Si vous regardez les boulevards haussmanniens dans Paris, vous voyez bien à quel point ils forment de grands axes verts. Quand on voit une photo satellite de Paris, les seuls endroits où on a du vert pratiquement, c'est les boulevards haussmanniens. Ce sont les arbres des boulevards haussmanniens. Haussmann, d'ailleurs, il a fait construire les 3 très grands parcs de Paris. Donc, il allait vers ce modèle progressiste, c'est-à-dire un modèle d'hygiène, hein, comme on disait, qui est tout à fait en adéquation avec ce que disaient les philosophes des Lumières, avec l'arrivée de la médecine et des choses comme ça, et où du coup l'être humain doit habiter en ville. Alors évidemment, il y a le modèle culturaliste, qui est le modèle contraire, qui lui nous dit, non, il faut habiter dans des petites villes de 5, 10, 15 000 habitants, puis dès qu'il y a trop de monde, on fait une autre petite ville de l'autre côté, et puis on s'enferme bien autour de murailles. Et à l'extérieur de la ville, dans la ville, il y a à peine quelques squares, de la nature extrêmement, une nature extrêmement domestiquée. Et à l'extérieur des remparts de la ville, là, c'est la nature et on n'y va pas, à part en fait la majorité de la population, c'est-à-dire les ruraux. Mais c'est pas vraiment des citoyens, c'est pas vraiment. Voilà. Donc le modèle culturaliste estime que voilà, on doit être chacun un peu dans sa petite ville, bien enfermé par rapport à cette nature méchante. Et puis, il y a le modèle, bon, forcément les Américains qui font jamais pareil, qui eux estiment qu'il faut retourner à l'état sauvage, hein, le cow-boy du Far West, hein, une sorte d'état rural.
Et eux vont être très anti-urbains et du coup, ils vont avoir tendance à aller s'installer le plus possible loin du centre urbain, ce qui va nous donner ces grandes villes très étalées du modèle américain. Alors voilà, sur les trois modèles, c'est le modèle progressiste qui a gagné juste après les Lumières. Donc en 1891, j'ai dit 79 tout à l'heure, je me suis trompé. En 1891, c'est Haussmann et Alphand meurent tous les deux la même année. Alphand qui avait repris donc les travaux d'Haussmann. Haussmann, on le voit avec sa truelle et sa pioche, hein, prêt à détruire toute la ville. C'est quand même une idée de tabula rasa, comme on dit, de table rase. Hein. On détruit tout, on reconstruit tout de nouveau. Et en 1909, vous avez donc Peter Behrens qui est en bas à gauche, qui est donc chef de l'agence. Il est aussi designer principal de AEG, hein, la fameuse marque d'électroménager. Hein. Tout passe par lui pour le design de. C'est la première fois hein, qu'un architecte, enfin que quelqu'un s'occupe du design de tout ce qui sort d'une usine. Et en 1909, avec, vous l'avez vu tout à l'heure avec le bâtiment que je vous ai montré, l'usine AEG, eh bien, il l'a fait avec trois autres personnes qui sont Walter Gropius, Le Corbusier et Mies van der Rohe. Alors Walter Gropius, c'est celui qui est au milieu en bas. Lui, il ouvre le Bauhaus. Alors même ceux qui n'ont jamais fait d'architecture, en général, ils ont entendu parler du Bauhaus. Parce que ça a mélangé quand même les arts, ça a mélangé les arts et l'architecture avec toute la technologie. Et donc Gropius est devenu très important ensuite. Le Corbusier, bon, moi je vous ai déjà dit, c'est celui avec les lunettes rondes qui lui a complètement défini en fait ce que devait être l'architecture moderne. Et puis Mies van der Rohe, qui est en bas à droite, qui lui va avoir une importance assez grande parce qu'on le retrouve partout dans le monde entier. Pour cette raison-là, c'est lui qui invente la tour de verre. Voilà, tout simplement. Voilà. On va passer ensuite maintenant au chapitre 1 et il y a un deuxième chapitre. Alors ces deux chapitres vont être extrêmement rapides. Enfin, je vais essayer d'être extrêmement rapide, de manière à ce qu'on puisse passer au film juste après. Alors forcément, pour être rapide, voilà, je vais y arriver. Donc, sur la base du modèle progressiste, on peut se demander maintenant qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que l'architecture moderne. Alors, on va avoir différents styles. Alors, c'est basé énormément donc, pour un homme nouveau dans un monde nouveau. Hein. Et c'est basé énormément le modernisme donc, sur l'idée qu'il faut faire table rase. Il faut faire table rase et il faut que la forme suive la fonction. On va passer rapidement. C'est juste la troisième ligne du premier paragraphe. Pour l'architecte, c'est une obligation, un impératif moral. Hein. L'époque moderne doit utiliser les matériaux modernes, doit utiliser d'ailleurs le modèle progressiste, doit utiliser vers une architecture de Le Corbusier cette unique architecture, ce besoin type, cette émotion type. C'est un impératif moral. Donc ça fait énormément partie donc de tous ces grands récits du XXe siècle. Et les architectes vont souvent faire appel, que ce soit à Marx, à Hitler pour Speer, à Staline pour certains architectes russes, etc. Nous verrons donc Habitat et économie, juste la partie en bas à droite, le design industriel, l'abandon de l'artisanat, c'est fini l'artisanat dans la construction, c'est de la production industrielle de masse. Et surtout densité et zonage, et la forme suit la fonction, on va le voir ça tout de suite. Donc ça commence en 1871 avec le grand incendie de Chicago. Chicago, avec l'arrivée du chemin de fer, puis les canaux maritimes qui viennent du Saint-Laurent, est devenu le centre majeur de l'activité américaine, et du coup, avant New York, hein, et c'est là où apparaissent les premiers gratte-ciel. Alors bon, vous remarquerez qu'au niveau gratte-ciel, bon, ça fait 10-15 étages, hein, ça ne va pas plus loin. Ossature en acier, façade rectiligne, forme parallélépipédique, hauteur. Et ça, c'est dès 1880. C'est extrêmement tôt, jusqu'à la Première Guerre mondiale. Alors qu'en Allemagne,
eux, ils ont tendance à vouloir, d'ailleurs ça se rapproche un petit peu de ce qu'a fait Adolf Loos d'ailleurs, à faire des choses qui, sionisme, hein, je pense que ça porte bien son nom, des bâtiments dynamiques, hein, mais très fonctionnels à la limite, en même temps. Ici, vous avez c'est un observatoire en fait, avec donc, la lentille astronomique en haut. Les formes sont extrêmement expressives. Et puis arrive donc Gropius, hein, ce qu'ils appellent la nouvelle objectivité, avec donc Miss van der Rohe qui nous dit la forme doit être le fruit d'une rationalité objective, économique et technologique. Les surfaces sont planes, le béton, le verre, l'acier, les blocs sont continus. Ce genre de bâtiment, maintenant, on a l'impression que bon, on les connaît tous, quoi. Ils sont partout. Quand ça a été construit en 1933, je me semble, celui-là, c'était absolument radical et très neuf. Donc le style international, c'est Le Corbusier, c'est donc sa Villa Savoie, c'est son plan voisin. Les volumes, l'acier, le béton, le verre, toujours, hein. Une dématérialisation totale, le plan libre, le fameux plan libre, des pilotis, et surtout l'universalité. Tout le monde doit faire ça, et rien d'autre. Arrive ensuite, dans les années 30, le fonctionnalisme. Là, on va encore plus loin. Il faut être rationnel, il faut être fonctionnel. La forme suit la fonction. On ne met plus des fenêtres parce qu'il faut que s'il y a une fenêtre d'un côté, il faut une fenêtre de l'autre, etc. Non, c'est fini. S'il y a besoin d'une fenêtre, on la met. Si elle a besoin d'être carrée, on la met carrée. Si elle a besoin d'être ronde, on la met ronde. Tout, c'est radicalement tout en fonction donc de ce que le bâtiment abrite et non plus en fonction d'un style particulier qu'on devrait faire. Vous avez en Russie, en Union soviétique, pardon, des gens qui vont encore plus loin en disant bah, l'architecte il peut carrément casser les hiérarchies sociales, donc en mélangeant toutes les fonctions. Là, par exemple, vous avez une maison du peuple qui fait aussi logement, qui fait aussi commerce, qui fait aussi usine, qui fait tout, quoi. Et ça, comme ça, le patron il habite avec ses employés, donc du coup, tout le monde est ensemble et ça casse normalement toute hiérarchie sociale. Et donc, c'est des programmes extrêmement nouveaux qui apparaissent où l'habitat, l'économie et même la maison du Seigneur se mélangent. Et puis, on arrive à... Alors, j'aurais pu vous montrer, mais je pense que tout le monde a ça dans la tête, hein, les grands bâtiments hitlériens où il y avait leurs grandes messes nazies, là, qui étaient absolument monumentaux. C'est que des bâtiments extrêmement monumentaux qui font appel, cette fois-ci, au classicisme. On retrouve des grandes colonnes à la grecque, des choses comme ça. Enfin, c'est très abstrait quand même comme figure classique. Et c'est surtout des immenses bâtiments, c'est absolument gigantesque. Ici, c'est l'université de Moscou, hein. Ça fait 40, 50 étages pour un bâtiment universitaire. C'est les Américains qui ne font pas pareil, hein, forcément. Alors là, ça dure, hein, 1910 à 1970. C'est la maison sur la cascade, hein. Frank Lloyd Wright, c'est un des derniers architectes. La première maison d'ailleurs américaine que je vous ai montrée tout à l'heure, c'était aussi Frank Lloyd Wright. Toujours autour de la cheminée, hein. Tout est construit autour de la cheminée. D'ailleurs, si vous regardez bien ce bâtiment, tout est en porte-à-faux. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'un porte-à-faux, mais en fait, la cheminée porte l'ensemble du bâtiment. C'est-à-dire que tout ce qui dépasse de la cheminée, en fait, est accroché à la cheminée. Il n'y a pas de pilotis qui tiennent en dessous. Tout est accroché à la cheminée, en équilibre autour de la cheminée. Quelques Anglais, eux aussi, ils ne font pas grand-chose comme tout le monde. Eux imaginent ce qu'on avait appelé le brutalisme. Alors, aujourd'hui, il y a beaucoup de bâtiments qu'on dit brutaux, parce que c'est vrai que ce béton pas fini, que ces rues en l'air... Bon, d'ailleurs, la plupart, on essaie de les raser aujourd'hui. C'est pour ça que le dernier mot, c'est destruction, parce que la plupart de ces bâtiments-là, dans toutes les villes du monde, et quand vous allez dans les villes nouvelles, Évry, Cergy-Pontoise, etc., ils essayent tout. Il y en a forcément un au moins dans chaque centre de ville nouvelle, et ils essayent systématiquement de le raser, parce que c'est des bâtiments qu'on ne sait plus quoi en faire. C'est trop compliqué. Puis vous avez les Japonais qui, eux avec leur tradition bouddhiste, se disent que
se disent que non, non, il faut que ce soit modulaire. Il faut que nous ayons comment dire, des bâtiments qui soient comme une cellule vivante, qui puissent changer de métabolisme. Donc il faut qu'on puisse moduler, donc avec des éléments modulaires, on va pouvoir changer le bâtiment en fonction de ce qu'on a besoin à travers les âges de ce bâtiment. Et puis le high-tech, le centre Georges Pompidou, alors ça c'est les gens qui veulent carrément aller le plus loin possible donc, dans la technologie. Très pratique ce genre de bâtiment parce que comme vous le savez, à l'intérieur, c'est des grands espaces complètement libres. L'ensemble des tuyauteries, l'électricité, l'eau, etc., l'air sont à l'extérieur et ça forme une espèce de sculpture qui exhibe donc toute la structure. Le chapitre 2, on va être encore plus rapide, va parler du postmodernisme. Parce qu'à un moment donné, vers les années 70, les architectes ont dit non, mais non, on va faire maintenant, on fait du postmodernisme. Comme si le modernisme, comme si l'architecture moderne était morte. Donc en fait, ça répond à la question de la conférence de ce soir. Dès 1970, les architectes ont dit ah ben non, l'architecture moderne, elle est morte. Puisqu'ils ont appelé leur architecture postmoderne. Alors on va voir vraiment si ça a existé le postmodernisme, si l'architecture moderne est vraiment morte. Alors comme je vous ai dit, on a rasé pas mal de choses. En fait, il y a Charles Yanks là, qui prétend que l'architecture est morte. L'architecture moderne est morte. Alors il le dit, c'est le 15 juillet 1972 à 15h32 à peu près. Et c'est lors de la destruction de 33 bâtiments de 11 étages à Saint-Louis au Missouri. En fait, les architectes disent oui, non, mais les grands récits comme Karl Marx, etc., c'est mort parce que on est en désindustrialisation. Il y a le dérèglement climatique, il y a le néolibéralisme, l'économie de la connaissance, les biotechnologies. Tout ça, ça ne correspond plus du tout à cette industrialisation du Corbusier ou à ce grand récit de Marx où on allait tous être égaux, etc. C'est caduque, cette idée de se dire que ce grand mouvement moderne, ces idées du grand mouvement moderne sont caduques pour les architectes, pour certains architectes du moins. Et du coup, ils vont se mettre à construire des choses toutes nouvelles. Alors, il y a les régionalismes d'abord. Ça, c'est en Inde. Enfin, moi, je vois pas en quoi ça se défait énormément de l'architecture moderne, puisque, bon, il n'y a pas les pilotis, mais bon, il y a toujours les toits de terrasse, les toits plats. Le plan est libre à l'intérieur, c'est que des cloisons à l'intérieur. C'est hyper fonctionnel, c'est très rationnel. Enfin, pour moi, ça reste quand même de l'architecture moderne, même si elle est régionalisée, on va dire. Et puis, il y a ce genre de bâtiments aussi qui se sont dits postmodernes, où on a toujours des toits plats, on a toujours de grandes ouvertures. C'est toujours du béton, du bois, de la et du verre. Alors, c'est des bâtiments extrêmement complexes, parce qu'en fait, le bâtiment commence à la cascade en bas, là. Puis il se faufile sous le parc et il continue ensuite en ce grand bâtiment qu'on voit, mais aussi sur les côtés, on voit des petits bâtiments, c'est toujours le même bâtiment. Les postmodernes ont eu tendance à faire des bâtiments très complexes et assez gigantesques, même s'ils ne paraissaient pas gigantesques de l'extérieur. Il y a les déconstructivistes, alors le fameux Frank Gehry avec Bilbao, le musée Guggenheim. On a aussi Zaha Hadid aussi, qui fait des choses comme à Montpellier, le palais des sports. Alors eux, ils disent suivre un certain philosophe, Jacques Derrida. Et j'avoue que leur discours est aussi lisible qu'un bouquin de Jacques Derrida. C'est-à-dire qu'il faut s'accrocher un peu. Bon, il paraît qu'on peut y arriver. Donc, je n'irai pas plus loin que vous dire qu'il y a la volonté de renverser la tyrannie du signifiant. Ceux qui savent, savent. Les autres auront le plaisir de découvrir Derrida. Mais l'intérêt, c'est donc de faire des choses avec des courbes fluides, très structurales. Et puis l'éco-architecture. Alors bon, l'éco-architecture est censée produire son énergie.
aller au-delà de l'architecture, puisque non seulement l'architecture, je vous ai dit tout à l'heure, dans le modèle progressiste, l'architecture est au milieu de la nature. Là, l'architecture va même prendre la nature à l'intérieur, puisqu'on est censé au moins végétaliser les toitures. Bon, là, c'est pas le cas ici, mais il y a un petit parc à l'intérieur, et puis c'est prévu pour qu'il y ait des arbustes qui poussent un peu partout à tous les étages. Donc voilà, cette éco-architecture, c'est pas forcément le meilleur exemple que je vous ai montré. Et puis on a le rationalisme expressif, donc du gigantisme. On retrouve un petit peu ce qu'avait fait Guéry, hein, c'est en fait faire une espèce de carte de visite pour Dubaï. Hein. Dès qu'on montre ça, tout le monde sait que c'est à Dubaï, hein. Tout le monde a envie d'y aller du coup. Des bâtiments donc qui vont être iconiques. Voilà. Bon, ils sont absolument pas réalisables sans l'informatique. Et donc, ils ne pouvaient pas apparaître avant, mais on le voit bien que cette architecture, il me semble qu'elle continue à être moderne, puisqu'on a toujours les alignements de fenêtres horizontales. Pardon. On a toujours, les pilotis ne sont pas placés tout à fait pareil, mais on reconnaît ces grands piliers. Voilà, c'est toujours rationnel, c'est toujours fonctionnel. Je ne vois pas où on sort de l'architecture dite moderne. Et puis le contextualisme, pour finir. Alors on est dans la poésie, on est dans le... Alors c'est encore pire que ou mieux que le régionalisme. C'est-à-dire qu'on est vraiment... Alors ça se dit néo-universaliste par contre. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans le local pour l'universel. Certains comprendront. C'est-à-dire que chacun doit faire avec les matériaux du coin. Alors c'est très bien par rapport au dérèglement climatique, ça nous fera user moins de CO2. Mais du coup, universellement, nous devons faire localement. Voilà. Et donc, il faut faire avec le contexte. Alors ça me semble assez intéressant parce que là, c'est peut-être là où on sort de l'architecture moderne, puisque l'architecture moderne n'avait strictement rien à faire du contexte. Et d'ailleurs, j'ai même trouvé des phrases où il disait des contextes. C'est-à-dire que dans une localité, il n'y a pas qu'un seul contexte en plus. Donc on est vraiment dans une réinterprétation totale de l'architecture qui me paraît effectivement pouvoir sortir de l'architecture moderne. Mais comme vous voyez, ce n'est pas un bâtiment qu'on voit à tous les coins de rue. Ou en tout cas, pour l'instant, on n'est pas arrivé à des bâtiments qui sont différents dans le Poitou, en Île-de-France ou dans le nord de la France. Conclusion. Et comme ça, on va pouvoir arriver au film. Que l'architecture moderne est morte ou pas. Le plan libre, donc, le mur rideau, la fenêtre horizontale, la rationalité, la fonctionnalité. Ça, c'est apparu il y a quelques années maintenant, une vingtaine d'années maintenant, dans le sud-ouest de Paris, dans une petite commune qui s'appelle Orsay. Vous avez ce bâtiment-là qui est apparu. Alors, c'est toujours de l'acier, du verre, des fenêtres assez horizontales. Sauf que l'architecte prévoit tout de suite que certains murs vont être faits, que ce soit les murs extérieurs autour de la maison, mais aussi le long de la maison, vont être faits en grillage de manière à ce que la végétation se mette dessus. Alors on peut peut-être dire que là on a une première idée de la sortie du modernisme, mais ça reste du toit plat, ça reste fonctionnel, ça reste rationnel. Ça c'est la maison actuelle. Tous les architectes, si vous leur demandez une maison ultra contemporaine, ils vont vous sortir ce plan-là. C'est-à-dire, alors déjà bicolore, il faut que ce soit bicolore, ça c'est la mode en ce moment. Ne cherchez pas une maison ou un immeuble non bicolore en ce moment, vous n'en trouverez pas. Il faut que ce soit grand ouvert sur le sol, comme si en fait notre rez-de-chaussée était le jardin. Et puis il y a le petit cocon à l'étage, bien planqué, mais on retrouve toujours le toit plat, la rationalité, la fonctionnalité, le mur rideau qui ne porte rien, les pilotis, le plan libre. Mais dans un milieu urbain contraint,
Alors, c'est toujours dans la même petite commune d'Orsay, donc ça. Bon, on va retrouver le pilotis, hein. Le toit plat, ah non, là c'est du toit à la Adolf Loos. Bicolore, hein, ça il faut. Voilà. Des matériaux naturels, il reste quand même pas mal de parpaing et de béton, mais on va vers le matériau naturel. Pour les immeubles, hein, toujours bicolore, hein, sinon ouvert, grand ouvert sur le sol. Le cocon des étages. Encore d'autres exemples. Ça, c'est Boulogne-Billancourt, hein, le triangle, et puis le boulevard de France près d'Austerlitz, hein, dans le 13e. Pour les équipements, bah, c'est pareil, hein. C'est bicolore, hein, c'est grand ouvert au niveau du sol, c'est le cocon des étages. Tout ça, ça reste encore beaucoup de technologie, hein, pour les équipements, sinon, surtout pour des équipements majeurs. Moderne n'est pas encore appelé les matériaux locaux, les contextes locaux. À la limite, ce bâtiment-là pourrait être construit à Sydney. Enfin, on ne voit pas pourquoi les Halles auraient ce bâtiment-là plus que Singapour ou New York. C'est pas très contextuel, quoi. On reste dans l'architecture moderne, donc. Et donc, est-ce que l'architecture moderne est morte? Je vais vous laisser répondre à cette question. En fait, je ne vais même pas y répondre. Et donc, je vais vous souhaiter à présent, juste après que vous puissiez poser éventuellement quelques petites questions, un très bon film. Merci pour vos questions si vous en avez.